Bonjour à tous, je suis Tom et bienvenue dans cette vidéo du vendredi, ce rendez-vous ludique dans lequel on vous présente les nouveautés de la semaine. Alors que va-t-il se passer? On va vous présenter plein de choses, des jeux, des nouveautés, des jeux de stratégie par exemple, et... Ça marche pas? C'est nul. Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo du vendredi, la première de l'année 2022 et du coup bonne année à vous tous, meilleurs vœux, merci pour tous ces sourires, pour tous ces commentaires en 2021, ça nous a fait très plaisir, merci aussi à nos partenaires, les commerciaux, les éditeurs avec lesquels on travaille. Tout se passe nickel et on espère que tout va se passer aussi bien, voire mieux cette année. Année qui démarre en grande pompe puisqu'elle démarre avec une offre, et oui, une offre Asmodée, hop là, sur une sélection de petits jeux tels que les loups-garous, tels que le Dobble. Il y a cela ici, mais il y en aura d'autres, donc venez découvrir cette sélection en boutique. C'est une offre qui va débuter à partir de ce samedi, donc demain, samedi 8, et pendant 2 semaines, donc jusqu'au samedi 22. Voilà donc pour cette offre. Et c'est cool, comme c'est moi qui débute cette vidéo, je vais enfin avoir l'honneur de présenter le premier jeu. Le premier jeu de cette semaine. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bonne année. Et oui, bien sûr, nous sommes en 2022, comme l'a dit Antoine, et quelle meilleure année pour présenter God's Love Dinosaurs, si on veut le faire en anglais, un jeu de Casper Lapp, de chez les Catch-Up Games. Ici, c'est un jeu qui est au final assez familial, je pense, dans son approche. Parce qu'en fait, c'est un jeu de connexion de tuiles et il fait un peu penser à, pour ceux qui connaissent, Evolution. Parce qu'en fait, on va essayer de créer une sorte d'écosystème avec notamment les herbivores qui vont être plus ou moins les proies, justement des carnivores. Et les carnivores qui vont servir de nourriture aux tyrannosaures. Et les tyrannosaures, eux, servent à faire des points de victoire. Dans ce jeu, ce qui se passe, en fait, c'est très simple. Au début de la partie, vous commencez avec un petit plateau que je peux te laisser filmer ici. C'est celui-ci. Voilà, le petit plateau central. Donc ça, chaque joueur a ça devant lui, avec ici les petits icônes qui indiquent quel animal vous allez avoir autour de ce plateau là. Donc au début c'est les trois proies on va dire de base avec votre tyrannosaure au centre, et en fait à chaque tour, ce qui est hyper simple, vous allez juste récupérer une tuile présente sur le plateau central qui lui vous propose en fait sur différentes colonnes 3 tuiles différentes à chaque fois, enfin 3 tuiles on va dire dans chaque colonne. Et donc quand je vais récupérer une tuile, je la prends où je veux. Donc je peux très bien récupérer celle-ci par exemple, et puis je vais la connecter. Alors pareil, là il n'y a pas de règle de connexion particulière, je peux la connecter où je veux, si ce n'est que là pour les règles je vais plutôt le faire comme ça. Là ici on voit qu'il y a un petit symbole, ça aura un impact plus tard. Et en fait ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure de récupérer des tuiles, certaines colonnes parfois vont se retrouver complètement vides. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est là le petit côté, le petit twist en fait du jeu, c'est qu'en fait quand vous allez vider une tuile, on va regarder le symbole qui est là, il va se passer des naissances pour cette race là, donc ça c'est des petits rats. Et donc du coup sur chaque type de tuile qui correspondent au rat, donc ici en fait quand j'ai récupéré ma tuile il devait y avoir un petit rat dessus, d'où l'icône là, et là maintenant en fait je vais faire des naissances. Donc là comme j'ai une tuile ici qui est vide de la couleur des rats, et je place un petit rat ici tout simplement. Oh, la famille s'agrandit. Ouais, exactement, en fait il y a un tempo par rapport à la prise de tuile, parce que quand vous prenez une tuile vous risquez de vider une colonne et donc du coup créer des naissances. Donc regardez si ça vous intéresse et regardez si vous n'avantagez pas les adversaires. L'intérêt de mettre ces petites espèces là, c'est que sur la droite ici vous voyez il y a des petits carnivores, donc notamment les guépards ici, enfin les dents de sabre, et en gros ici les aigles. Ce qui se passe avec eux, c'est que eux ils vont non pas se faire des naissances, mais ils vont du moins se développer en se déplaçant sur le plateau. Donc en fait quand je vais en avoir des guépards, donc là je simule mais normalement on va dire qu'il y en a un là, quand la tuile va se vider, donc du coup activer les petites dents de sabre, lui va pouvoir se déplacer, et là où il se déplace, en fait il va manger les petits habitants de cette tuile là. Alors l'intérêt de faire ça, c'est de vider certes différentes tuiles et faire plus de place et du coup gérer au mieux les naissances, mais les carnivores sont eux la proie du T-Rex qui lui va se déplacer dans un cas particulier que j'ai expliqué juste tout à l'heure. Le T-Rex quand il se déplace, il va essayer de manger des carnivores qui vont faire apparaître des petits œufs dans le nid qui est là, et les œufs font des points de victoire à la fin de la partie. Les œufs permettent également de faire des naissances et donc de les dépenser pour faire de nouveaux dinosaures. Donc ça c'est hyper malin, en fait vous allez essayer à chaque fois de créer votre écosystème, ça c'est hyper important. Comment les T-Rex se déplacent? Et bien ici en fait vous voyez il y a un petit pion de T-Rex, pardon. Hop, vous avez un pion de T-Rex qui est placé juste en dessous, et lorsque la colonne, la première ici, est vide, et bien du coup on active la naissance des grenouilles, mais aussi le déplacement des T-Rex.
puis le T-Rex va se déplacer dans la deuxième colonne, etc. Et à chaque fois, ça va se déplacer comme ça. Donc c'est vraiment un jeu très malin avec un tempo qui va varier en fonction des joueurs, parce qu'en gros, vous récupérez des tuiles, certes pour gérer votre écosystème, mais aussi en faisant attention de à quel moment vous allez vider la tuile pour créer vos naissances et pour que votre écosystème il puisse vous rapporter le plus de points de victoire. Voilà, donc les T-Rex rapportent des points et les œufs font des points de victoire. Tout simplement, c'est vraiment un jeu à partir de 8 ans, hein. C'est très accessible, on a ce petit côté King Domino avec cette connexion de tuiles, et ce côté écosystème, de gestion d'écosystème, comme on peut retrouver dans Evolution avec ce côté carnivore et herbivore, l'un a besoin de l'autre pour marquer des points de victoire. Voilà pour Gods Love Dinosaurs. Et là on va enchaîner dans un autre univers, donc là c'est vraiment un jeu qui est sorti du chapeau, donc c'est les éditions de Dark Smiles édition. Très français là. Exactement. Très français parce que c'est un jeu de Jérémy Ferrari et de Franck Dion. Alors Jérémy Ferrari on le connaît assez bien dans son humour très noir et très provoquant. Ici dans État d'urgence, c'est un jeu justement qui n'a pas que son thème et c'est pas juste un jeu pour faire rire justement, parce qu'on pourrait se dire tiens Jérémy Ferrari il est drôle, donc forcément ça va être un jeu drôle. Oui et non, en fait c'est un jeu qui est à la fois très tactique et avec un sous-texte vraiment très sympa au niveau des cartes, un jeu qui peut se jouer seul jusqu'à 5 pour des parties d'environ, on va dire une demi-heure, en fait c'est 10 minutes par joueur. Ici c'est un jeu extrêmement accessible. Au début de la partie, dans la mise en place, chacun va choisir son gouvernement. Alors son gouvernement va commencer en fait avec des points, non pas de vie, mais des points de confiance. Et en fait, le but du jeu c'est d'être le dernier à avoir encore des points de confiance, parce que le gouvernement il a besoin de la confiance du peuple. Et donc du coup vous allez faire un maximum d'actions pour essayer de récupérer le plus de confiance possible. Dès que plusieurs joueurs sont arrivés à 0 de confiance, ils ont perdu, et le seul à avoir encore de la confiance gagne la partie. Au début du jeu, vous allez avoir du coup des cartes. Vous en avez 6, vous avez entre autres de l'argent et de la perte de confiance, donc ça c'est pour faire perdre de la confiance aux autres joueurs. Et sur le centre de la table, donc là j'ai pas assez de place, mais vous avez un énorme marché puisque toutes les cartes sont disponibles, et les cartes vont aller de 0, ici vous avez un coup, 1, 2, 3, et ça jusqu'à 10. Donc les cartes sont très variables, et en plus certaines ont double effet, puisque vous avez un effet en haut et un effet en bas. Et vous l'activerez quand vous voulez. La mécanique est super simple. J'ai un paquet de cartes au début de la partie qui est de 6 cartes, j'en pioche 3, et je vais du coup pouvoir en jouer, comme indiqué avec cette icône-là, 3 cartes. Ça me permet d'attaquer un joueur, je vais lui faire perdre de la confiance. Donc j'utilise ma carte et je lui fais perdre de la confiance. Donc ici son curseur descendra. Ici l'argent me sert à quoi? Tout simplement à acheter de nouvelles cartes. Pour 2, je peux acheter 2 cartes à 1, ou alors je peux acheter une carte à 2. Donc je vais acheter une carte à 2 qui va arriver tout de suite dans ma défausse. Et là on va retrouver cette mécanique qu'on appelle communément de deck building. Donc c'est assez surprenant dans un jeu comme ça, où on se dit bon c'est sorti du chapeau, c'est un gars un peu, enfin c'est un humoriste donc il risque pas de connaître beaucoup de choses aux jeux de société. Et au final avec l'aide de Franck Dion, ils ont fait un jeu qui fonctionne complètement, parce qu'en fait on a vraiment une richesse de deck building. Donc une fois que j'aurai vider mon paquet forcément, parce qu'à force de jouer du coup j'ai besoin de piocher, du coup j'ai plus assez de cartes, je vais remélanger mon paquet, et comme tout deck building, du coup ce que j'ai acheté dans les tours précédents peut retomber. Alors évidemment là l'intérêt c'est pas forcément une mécanique qu'on connaît, mais c'est surtout les effets de cartes et le sous-texte en fait, parce que ici on est dans un univers où en fait très contemporain, parce qu'en fait là il y a le Covid qui est en plein milieu qui est en pleine situation en fait, et ce qui se passe du coup c'est qu'il faut essayer de gagner la confiance du peuple malgré les différents événements liés à la maladie qui se propage. Donc du coup en fait ce qui se passe notamment sur ce genre de carte là, si je veux faire perdre de la confiance à quelqu'un je peux, mais si je veux gagner de la confiance parce que je suis un peu en rade en ce moment, et je peux jouer cette carte là dans ce sens là, ce qui me fera gagner aussi 2 d'argent, donc du coup je peux acheter des cartes encore plus chères. Les cartes, plus elles sont chères, plus elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce que vous aurez notamment le moyen de vous protéger des attaques des adversaires avec des protections, enfin des cartes qui vous protègent, et notamment vous aurez des cartes qui vous permettent de supprimer des cartes, voire même, comment je pourrais dire, d'avoir des compagnons. En fait, les compagnons, je sais pas si je peux vous les montrer, ils sont quelque part par là. J'en avais un tout à l'heure, bon j'en ai plus ici. Les compagnons ce sont des cartes que vous gardez devant vous à côté qui ne sont jamais remélangées, et les autres joueurs doivent les attaquer en fait pour les retirer. Et ces compagnons là ont des effets qui durent tout le temps de votre partie en fait. Donc c'est un jeu vraiment très efficace, et notamment ce qui est intéressant c'est qu'on peut épurer son deck comme on veut pendant la partie, puisque à tout moment il s'est rappelé sur votre petit plateau de joueurs. Pour 1 de confiance, vous supprimez une carte de votre paquet. Donc il faut perdre 1 de confiance, mais vous supprimez n'importe quelle carte de votre défausse, de votre main ou de votre pioche. Donc c'est très efficace. Le petit plus qui est sympa, pour ceux qui aiment bien ce thème, c'est que chaque carte a un QR code, et que le QR code vous ramène sur l'effet un petit peu historique de la carte en question. Donc voilà, c'est un petit jeu vraiment très sympa, qui comme ça paye pas de mine, mais qui en fait aborde déjà, alors pas par son thème, mais par sa mécanique, vraiment vous fait une première approche sur qu'est-ce qu'un jeu de société moderne avec une mécanique deck building. Donc très sympa, vraiment intéressez-vous à État d'urgence, parce que je pense que ça peut être un jeu très efficace pour rentrer dans le jeu, et peut avoir un thème aussi un peu rigolo, assez fun autour de la table. Voilà, je crois qu'on va laisser Alice va prendre la parole. Oui, c'est à moi. J'ai gagné l'affaire. Bravo Alice. Merci.
merci. Je vais l'enlever tout de suite parce que ça tombe tout le temps. Salut, c'est bon, je suis de ce côté de la vidéo. Et ben, je vais vous présenter l'extension d'Everdell. Parce que souvenez-vous, Everdell, c'est mon chouchou. Depuis 2 ans, j'en ai fait une vidéo coup de cœur. Donc forcément, j'aime l'extension aussi. L'extension de Pearlbrook. Voici la première qui va sortir d'une longue série d'extensions que Matago va nous offrir au fur et à mesure du début d'année. Pearlbrook, c'est la première que j'avais déjà présentée dans la vidéo des 3000 abonnés, je me souviens. On va rajouter un nouveau plateau à cet immense plateau qui est déjà Everdell, parce que nous avons découvert de l'autre côté de cette forêt un peuple étrange qui vit dans la grande rivière. Donc maintenant, on va avoir une nouvelle ressource que sont les perles, on va avoir 4 nouveaux objectifs de terrain de base qui vont se rajouter, et on va avoir des nouvelles cartes d'interaction avec ce nouveau peuple, et surtout des diplomates. Les diplomates, chacun va en avoir un de sa couleur, et ça va être, il n'y a que ces pions-là qui vont pouvoir interagir et se mettre, vous voyez, sur ces emplacements, parce que vous voyez, la petite empreinte, c'est pas une petite empreinte de pas de petits animaux, c'est une empreinte de grenouille, vos diplomates. Il n'y a que eux qui peuvent aller là. Donc en gros, maintenant, vous pourrez, en pose d'ouvrier, poser votre pion sur un des emplacements ici. Si la carte, au début, elles sont face cachée, donc, et il y a une petite perle dessus. Le premier qui arrive à un emplacement révélera la carte, gagnera la petite perle et pourra faire le pouvoir qui est indiqué ici s'il remplit les conditions comme d'habitude. Par contre, pour se poser, vous voyez qu'il y a les petits signes là. Et c'est des prérequis. Vous pouvez pas poser vos fesses de diplomate ici tant que vous n'avez pas minimum 2 bâtiments rouges dans votre village. Bien sûr. Voilà. C'est à peu près tout ce que ça rajoute, c'est déjà super riche, parce que déjà c'est riche aussi sur la table, hein, ça prend de la place, faut pouvoir l'accueillir. Mais voilà, c'est vraiment les principaux ajouts de cette extension Pearlbrook. Voilà. Je vais continuer avec une nouveauté très très particulière et très différente, parce que c'est un truc qu'on avait vu vraiment passer souvent sur internet et qui nous a vraiment intrigués. Et Matago nous l'a proposé en anglais. Alors oui, vous allez me dire, en anglais? Mais vous avez jamais vendu de jeu en anglais? Oui, mais celui-là on avait très hâte, et comme on sait pas quand il va être édité en français, on a pris 2 petites boîtes. On s'est dit, bon, si on a des amateurs et des gens qui sont pas trop frileux de la VO, ça devrait leur plaire. Nous, on avait grave envie, donc on s'est pris une petite boîte aussi avec, hein, voilà, pour tester. Voici Ink Deep. Alors là, voilà, c'est écrit en anglais. Bon, moi je vais vous l'expliquer en français, hein, chanceux que vous êtes. On va incarner des agents d'une cellule noire de police, de la police, et on va enquêter pour comprendre et déjouer les plans du maléfique syndicat. Ok. On est dans un futur plus ou moins proche où tout le monde a une puce dans la tête. Et apparemment c'est ce qui est en train de se faire, hein. Avec le vaccin on va avoir des puces dans le corps. Donc voilà, ça c'est après Covid-19. Et en fait vous allez être ces policiers un peu bizarres, à moitié corrompus et borderline. Vous allez pirater les puces de criminels qui bossent dans le syndicat. Donc vous allez être dans leur tête et vous allez les contrôler pour pouvoir comprendre justement et déjouer les plans du syndicat. Mais bon, vous allez vous salir les mains en faisant ça quand même, parce que c'est pas très réglo. Donc du coup, c'est un jeu semi-coopératif parce que vous allez tous enquêter sur ce syndicat, mais à la fin il n'y a qu'un gagnant. Voilà, ça se joue de 1 à 5 comme vous pouvez le voir. C'est des grosses parties, hein, d'une bonne grosseur, et c'est à partir de 14 ans parce qu'il y a plein de subtilités dedans. Je vais pas rentrer dans le pur détail, mais en gros vous allez avoir pas mal de dilemmes, déjà entre faire des trucs sales mais qui vont faire avancer plus vite l'enquête, ou des trucs plus réglo qui vont plutôt privilégier votre carrière perso mais qui vont pas vraiment faire avancer le schmilblick, parce que bon le syndicat c'est crade, hein, il faut se salir les mains pour avancer. Donc un tour va se dérouler de telle façon, vous allez avoir le droit à 2 actions parmi plusieurs. Déjà de base vous allez forcément pirater un criminel, si vous en avez pas déjà un. De base c'est obligé, vous aurez un criminel, donc là vous aurez un pool de petits jetons qui correspondent aux criminels que vous aurez déposés sur les lieux, les quartiers de la ville qui sont ici. Au début vous les déposez au hasard, hein, les criminels, et pour pas les prendre et les mettre sur votre plateau, j'ai perdu un truc, et les mettre sur votre plateau parce que vous oubliez d'où vous les avez pris, vous prenez un petit jeton qui correspond à lui. Voilà. Vous dites ok j'ai piraté le jaune là, donc je prends le petit jeton qui était dans la réserve et je le mets sur mon plateau. Ok c'est bon, je le contrôle lui.
À partir de là, je vais pouvoir faire des actions qui sont se déplacer de quartier en quartier, adjacent, hein, je peux pas me téléporter sauf certains personnages. Je vais pouvoir, voyons voir, je peux activer le pouvoir du lieu, chaque lieu va avoir un pouvoir différent. Ouais. Je peux aussi ramasser des objets par terre parce que les autres vous pouvez aussi les voler à vos adversaires mais qu'avec un certain personnage. Et justement, en autre action possible, c'est activer le pouvoir de votre personnage. Ok, ouais, donc 14 ans et plus, je confirme. Voilà. Donc par exemple, lui, Jumper, il est cool, lui il peut se téléporter sur le lieu en face. Ok. Voilà, exceptionnellement. Ou justement, il y a Smuggler, le voleur, qui peut voler un objet chez quelqu'un qu'il avait déjà ramassé. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Et enfin, à la fin de votre tour, il y a d'autres petites sous-actions, mais c'est les principales. À la fin de votre tour, vous allez avancer vos jetons qui sont sur votre petit plateau personnel d'influence sur vos criminels. Donc au début, votre criminel, quand vous le récupérez, son petit jeton son jeton d'influence va être là. Mais à chaque tour, à chacun de vos fins de tour, vous allez avancer tous les criminels que vous aviez sous votre influence de une case. Plus vous allez les contrôler, plus vous allez pouvoir faire des choses. Dans cette première jonction, vous pouvez rien faire avec votre gars. Genre quasi rien. Okay. Vous pouvez à peine vous déplacer. À partir de là, vous allez pouvoir activer leur pouvoir. Alors qu'avant, non, vous ne l'aviez pas assez sous influence. Et vers la fin, vous allez faire des trucs vachement cool avec lui. Bon, cool à moitié, hein, parce que du coup, ça devient un peu sale. Mais après, il y a plein de petits dilemmes parce que vous allez, à la fin, marquer des points en fonction aussi. Un des moyens de marquer des points, c'est en fonction de où vous avez le plus avancé avec votre... un de vos criminels, j'appelle ça les pirates, mais c'est pas nous, c'est nous les pirates. Voilà. Vous allez avoir ensuite l'arc narratif. Il y a toujours un arc narratif qui va se définir en 3 chapitres. Et il y a une petite pioche sur le côté qui sont des crimes mineurs que vous pouvez résoudre au fur et à mesure de la partie, qui vont vous rapporter des petits avantages, mais pas plus. Voilà. Et par contre, vous allez avoir donc 3 chapitres, et à chaque fois, vous voyez, hop, ça c'est l'arc F. Et pour remplir les objectifs de l'enquête, donc chacun en aura dans sa main, hein, que vous aurez pioché au hasard, il va avoir des prérogatives à remplir, avoir telle arme par exemple et être sur tel lieu. À votre tour, vous pouvez valider une des parties du chapitre, mais vous voyez, pour valider le F2, il faudra que préalablement quelqu'un ou vous ayez validé le F1, c'est l'histoire. Vous pouvez pas aller braquer une banque si avant vous n'avez pas préparé les plans de la banque, le braquage. Donc voilà, il y a déjà un ordre à faire, c'est pour ça que ça devient semi-coopératif, parce que vous pourrez pas avancer dans l'histoire tant que vous aurez pas avancé l'histoire. Donc à faire de la rétention de scénario, personne n'avancera. Et à la fin, il y a 2 grands twists, c'est que donc quand on aura fini 3 chapitres, pour décompter les points, entre autres, ça va être les gens qui seront vachement corrompus. Comment on se corrompt quand on a beaucoup trop de pirates, de criminels ici, vous voyez. Le 3e, on peut en avoir que 3 piratés. Le 3e, à chaque fois, vous prendrez des cartes de corruption qui peuvent être sympas mais en même temps pas sympas. Pourquoi ? Eh bien celui qui aura le plus de cartes de corruption à la fin, si le syndicat a été défait, eh bien le plus corrompu aura des gros malus. Alors que contrairement à ça, si le syndicat n'est pas mise à jour, si vous étiez la personne la plus corrompue, vous aurez des bonus. Donc des fois, quand vous voyez que pendant la partie vous commencez à récupérer un peu trop de cartes de corruption, vous allez tout faire pour que l'enquête du syndicat n'avance pas et ne finisse pas, parce que sinon vous serez grave désavantagé. Voilà, ça c'est un des très nombreux twists. Je vous parle pas des forces de police, des blocus, des points de victoire des intels qui sont ici. Il y a plein de trucs. Mais voilà, je vous ai vraiment pitché la base. C'est plein de pictogrammes, mais pareil, il y a un petit récap de jeu un peu comme à la Fort. Première partie, forcément, vous aurez le nez dedans non-stop. Mais après, ça part tout seul parce qu'ils sont très bien faits, ils sont très logiques. Donc voilà, Into Deep, semi-coopératif, narratif et assez sombre, mais vachement immersif. Voilà, je laisse la main à Antoine. Coucou YouTube. Hop là, je fais un petit peu de place, puisque nous avons un retour en stock et c'est celui de Destinies. Destinies, je récapitule rapidement de quoi il s'agissait, de quoi il s'agit. C'est un jeu narratif avec un petit aspect un peu jeu de rôle, parce que vous allez incarner un personnage et lui faire vivre différents arcs narratifs. Mais contrairement à la plupart des jeux narratifs d'aventure multijoueurs, et bien là en fait c'est du chacun pour soi, puisque le but c'est d'accomplir votre destinée avant les autres joueurs. Sinon basiquement c'est très simple, on a un plateau qui va être découpé en différentes zones que l'on pourra explorer. Dans ces zones, il va y avoir des bâtiments, des lieux d'importance, etc. Des personnages, bien sûr. Votre feuille de personnage avec différentes caractéristiques. Vous allez faire du G2D sous caractéristiques quand il y en aura besoin. De belles figurines, quand même, il faut le dire. Elles sont vraiment très jolies. Et puis surtout, une appli. Cette appli, elle va gérer donc bien la narration. Et c'est une appli qui est très bien faite, il faut le dire. Alors,
Destiny's est de retour en stock, mais il n'est pas revenu tout seul, non, il est revenu avec son extension qui se nomme Mer de Sable. On va changer d'ambiance un petit peu. Ici des croisés, ici des pirates, ici un djinn maléfique que je trouve qu'il est quand même plutôt classe, très il faut le dire. Donc, sinon, eh bien, on va rester sur le même gameplay, hein, les mêmes mécaniques de jeu, si ce n'est que c'est une nouvelle région, puis surtout ce sont de nouveaux personnages et donc de nouveaux arcs narratifs à découvrir et à aller accomplir votre destinée avant les autres joueurs. Hop là! On continue par ici, puisqu'il y a Dune. Alors Dune, un jeu de conquête et de diplomatie, vous allez me dire, mais c'est aussi un retour en stock? Non, pas tout à fait, parce que c'est certes le Dune, le fameux de 1979, mais c'est pas tout à fait lui, parce qu'en fait c'est une version modernisée, c'est une version mise à jour de ce jeu, donc un jeu de 2 à 4 joueurs, de diplomatie et de stratégie, mise à jour pourquoi? Déjà parce que ils ont un petit peu simplifié les règles pour que ça dure moins longtemps, ils ont un petit peu aussi coupé dans tout ce qui était partie de diplomatie, parce que ce qui peut durer très longtemps dans un jeu de stratégie quand il a de la diplomatie, c'est justement la diplomatie, tous les moments où on va discuter entre nous, se mettre d'accord, ourdir de sombres plans et réfléchir à quel moment on va trahir son voisin de droite, puis de gauche, puis tout le reste de la table. C'est toujours présent, mais beaucoup moins qu'avant. Ceci dit, du coup, on gagne en temps de jeu. Alors, on gagne quand on aime les parties courtes, quand on n'aime pas les jeux qui durent 5-6 heures. Et là, on va y trouver son compte, hein, puisqu'on est sur des temps de jeu beaucoup plus classiques, entre 40 minutes et on va dire 80 minutes. Voilà. Une fourchette. Okay. Voilà pour Dune, un jeu de conquête et de diplomatie. Hop, vous allez pouvoir incarner les différentes maisons qui se combattent pour Arrakis. Et lui aussi, il n'est pas venu tout seul, puisqu'il est venu avec Dune Betrayal. Est-ce que c'est une extension? Pas du tout, c'est un jeu complètement à part. C'est un jeu d'ambiance, puisque c'est un jeu de déduction sociale, donc en fait un jeu dans lequel on va se mentir, puisque là il s'agit de ces jeux dans lesquels vous incarnez un personnage, et soit vous êtes plutôt du côté des gentils, soit plutôt du côté des méchants, par exemple les Harkonnen et les Atreides. Et puis surtout, c'est un jeu à identité cachée, hein, tout simplement. Donc comment ça va se passer Dune Betrayal? Ça vous fera peut-être penser un petit peu à des jeux tels que Résistance ou Avalon, puisqu'en fait c'est des jeux dans lesquels on va devoir réaliser tous ensemble des missions à l'aide de cartes, et que les traîtres parmi nous vont faire en sorte que ces missions ne réussissent pas, mais évidemment sans se faire repérer de manière trop visible. Ce qui va être intéressant dans ce jeu, c'est que il y a différents niveaux d'information. Déjà, je m'explique, soit vous êtes les gentils Atreides, soit vous êtes les gros méchants Harkonnen. Ça c'est une chose, mais soit vous êtes des soldats, soit vous êtes des nobles. Et quand vous êtes du côté Harkonnen, alors évidemment si on vous demande, vous êtes Atreides, hein, évidemment autour de la table, quand vous êtes noble, vous savez qui sont les soldats. Les soldats, eux, n'ont aucune information. Donc déjà vous avez déjà une partie des informations, et ça c'est intéressant parce que vous savez déjà un petit peu qui repérer, tandis que eux ils nagent un petit peu plus à l'aveugle. Il va y avoir plusieurs phases de jeu. Première phase de jeu, il va y avoir des cartes mises à disposition. Ces cartes là vont vous aider à faire les missions, et certaines cartes vont vous donner des avantages ou des avantages selon de quelle maison vous êtes, Harkonnen ou Atreides à nouveau. Et évidemment on va commencer un petit peu déjà à prendre ce qui nous intéresse, mais aussi à regarder les cartes que prennent les autres joueurs, parce que ça peut être des indices potentiels. Il y aura bien sûr la phase où on va faire les missions, et puis bien sûr pour terminer la phase où on va essayer de trouver qui sont les traîtres parmi nous et essayer de leur faire la peau ou pas. Voilà donc pour Dune, un jeu de conquête et de diplomatie, et Dune Betrayal. Et Alex, j'ai un truc à te montrer, ça se passe par là, vas-y descends avec la caméra. Ah oui, merci Antoine, je viens de voir, c'est la Monster Box de King of Tokyo qui est arrivée. Il y a plein de trucs dedans, je vais vous montrer, c'est énorme, c'est énormissime. Il y a le jeu de base, et après vous avez plein de power-up qu'on trouvait pas avant. Donc il y a le power-up avec le panda, il y a le power-up avec les trucs d'Halloween, et il y a le bébé Gigazor, énormissime. Donc le jeu de base, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un gros jeu de baston. Donc c'est Richard Garfield. Richard Garfield c'est l'auteur de Magic entre autres, mais il a fait plein d'autres jeux, notamment le Keyforge que je kiffe, qui est vraiment génialissime. Et donc ici en fait c'est un jeu de baston. Le but c'est de foutre des baffes à tout le monde. C'est vraiment un excellent jeu d'ambiance. Il faut y jouer au moins à partir de 3, parce que sur la boîte ils mettent 2 à 6, mais de 3 jusqu'à 6, à 6 c'est le gros bordel. Mais si vous cherchez un excellent jeu d'ambiance pour vous bastonner, pour foutre des baffes à tout le monde, pas en vrai bien sûr mais aux monstres, c'est excellent. Foncez là, franchement le côté big box est très très bien tombé. On va continuer toujours par terre parce que c'est beaucoup plus fun avec des extensions.
regardez ce qui est arrivé, Bonfire, je vous l'avais présenté il y a des mois. Ouais, un jeu de chez Matago, et ben, ils ont sorti une extension qui s'appelle Arbre et Créatures, et que malheureusement, je peux pas trop vous en dire, mais comme toute extension, elle ajoute beaucoup de matériel très sympathique. Voilà, pour les fans de Bonfire, on en a pas beaucoup, on va pouvoir très certainement recommander, mais voilà, l'extension Bonfire est disponible. On va continuer avec des extensions avec un jeu que je surkiffe également, parce que j'adore aussi l'univers. Le Seigneur des Anneaux, ouf, c'est dur. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Donc là, c'est une extension qui s'appelle Guerre ouverte. C'est la deuxième grosse boîte qui est sortie. Avant, c'était Les Chemins de l'Obscur ou je sais plus quoi. Avec Gandalf, qui est énormissime, que j'ai joué. Il est trop bien, il est surpuissant. Là maintenant, il y a plein d'autres nouvelles choses. De nouveaux scénarios, évidemment, puisque c'est tout l'intérêt du jeu. Il y a les éléphants. Il y a les olifants, mon dieu. Des gros olifants, il y a plein à chaque fois de nouvelles figurines, de nouvelles tuiles, de nouveaux scénarios, du matériel de ouf, des nouvelles aventures. Bref, si vous cherchez encore à multiplier vos différentes aventures dans l'univers du Seigneur des Anneaux, eh ben, sachez que Guerre ouverte est maintenant disponible à la boutique. Je vais devoir vous laisser. J'ai mal à la nuque, mais je pense que mes collègues vont reprendre la suite. À bientôt. Petit peuple, encore et toujours pour la 3e ou 4e fois. Là, c'était pour dire qu'il est enfin arrivé pour de vrai, pas les 4 petites boîtes pour nous teaser, nous faire patienter. Là, on a un gros stock, donc venez le voir parce que déjà juste parce que je l'ai mis en place et que ça vaut le détour. Donc venez l'admirer, en parler avec moi, m'écouter, l'expliquer avec grand bonheur et passion. Et voilà, je vous retrouve dans la boutique ou sur la vidéo de Thomas qui l'explique en détail. Je laisse la place à Antoine. Recoucou! Horloge! Mais qu'est-ce que ça veut dire, horloge? Eh bien, c'est du viking et ça veut dire mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de dés pour 2 joueurs? C'est un jeu de dés que vous pouvez à la base jouer dans le jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Si vous avez joué à ce jeu vidéo, c'est à peu près obligé que vous avez fait du horloge. Désormais, vous pouvez en faire dans la vraie vie, que vous connaissiez le jeu ou pas. C'est donc un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. C'est un jeu de dés, donc tout ce qu'il y a de plus simple, puisqu'en fait, c'est des parties de 5 à 10 minutes. Comment ça se passe? Eh bien, on a chacun notre petite coupelle comme ceci, dans laquelle on va pouvoir aller jeter nos dés. On a droit à un premier jet, et puis à 2 relances. Et puis, à chaque fois que je vais jeter mes dés, je vais avoir le droit soit de valider tous mes dés si je veux, soit d'aller juste en valider une partie pour pouvoir relancer le reste. Qu'est-ce que je vais valider? Je vais valider des faces. Alors les faces, c'est très simple. Il va y avoir les haches, les flèches, les boucliers et les casques. Ça vous permet d'attaquer les haches et les flèches basiquement, et puis les casques et les boucliers vont vous permettre de vous protéger respectivement contre les haches et contre les flèches. Il va y avoir certaines faces qui vont vous donner, celles qui sont entourées comme ceci, qui vont vous donner des petits jetons comme ceci. À quoi servent-ils? Ils vont servir à aller activer des divinités dans la boîte, il y en a plein, et ces divinités vont vous donner des petits pouvoirs. Il y a également une face de dés qui va vous permettre d'aller voler des jetons pour activer vos divinités avant le joueur adverse. Il y a différents modes de jeu, il y a différentes variantes, il y a un petit mode de jeu tournoi, parce que du coup même si on est nombreux, c'est un jeu à 2, mais on pourra jouer à nombreux et s'organiser un petit tournoi maison. Tout est présent dans cette petite boîte, le horloge. Et je crois que ça passe par ici. Oh, encore une apparition! Ouh, tout ça pour la trilogie de 50 Clues. La trilogie Marie, c'est en fait c'est une 2e saison ou première. Ça dépend, ça a aucune importance si vous avez joué à la première saison ou pas. C'est un jeu d'énigmes et d'escape game très sombre, vraiment comme un polar, très adulte. C'est pour ça que c'est marqué à partir de 16 ans. Voilà. Là, vous allez incarner un détective qui va partir sur les traces de Marie et de ses étranges et sombres secrets. Voilà. Vous avez 3 boîtes, donc il faut finir la première boîte pour pouvoir enchaîner les deux et autres saisons. Voilà, vous avez vraiment une saison entière, alors qu'avant, ça se présentait comme ceci, des petites boîtes séparées. Là, vous avez les 3 boîtes d'un coup. Okay. Au moins, on n'a pas besoin d'attendre des mois avant que la saison 2 arrive, quoi. Donc voilà, ça c'était 50 Clues, la trilogie. Ok. L'intégrale. Et on continue avec l'extension de ce jeu-là. The Loop. The Loop, le coop, avec l'extension maintenant qui vient de sortir, la revanche de Fuzila. Pour vous rappeler, vous êtes des agents temporels et vous allez affronter le savant fou. Le savant fou. Son nom c'est Fou. C'est donc le docteur Fou. Voilà. Très bien. Et là vous avez l'extension qui va vous rajouter 2 nouveaux personnages incarnables, donc des nouveaux agents gentils, les temporaires. Mais là vous allez incarner
soit le gentil, l'ancien, le jeune fou, quand il était encore pas trop fou. Ok, voilà. Génial. Qui veut s'affronter lui-même. Donc lui, il va avoir des interactions avec la tour qui est au centre du plateau de jeu. Voilà, il va pouvoir vraiment la contrôler. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça contrecarre l'ennemi. Et sinon, vous pouvez aussi jouer les jumeaux. Vous voyez, vous avez 2 pions au lieu d'un. Donc vous pouvez faire beaucoup plus de choses, vous dispatchez dans plusieurs temporalités, mais ils ont des cartes d'effet qui sont souvent plus puissantes quand ils sont ensemble. Voilà. Top. Les 2 personnages ajoutés sont quand même spécifiés, qui sont un peu plus difficiles à jouer que ceux de la boîte de base, mais toujours plus de challenge, voyons. Enfin, vous allez avoir 2 nouveaux modes de jeu qui sont liés à Fuzilla, le Godzilla de fou. Voilà, il a fait un robot Godzilla. J'étais pas du tout. Ok, je vois. C'est bon, tu vois, Fuzilla. Qui est cette grosse figurine. Donc il y a 2 modes de jeu qui s'ajoutent. On en a un où c'est les 7 boules de Fuzilla. D'accord, voilà. Ça me rappelle quelque chose. Ah, bon, on se demande. Hein. Et en gros, on a des boules comme ça, de cristal, en gros, qui sont réparties au pif dans les différentes temporalités qu'il va falloir aller récupérer et remettre dans la temporalité associée, la bonne temporalité. Mais au milieu, évidemment, il y a Fuzilla qui va essayer de venir vous les faire tomber, vous les piquer, vous les balancer ailleurs. Voilà, et donc, il va falloir un peu l'éviter et dispatcher les boules au bon endroit. Et l'autre, c'est Fuzilla Apocalypse ou un truc comme ça. Il y a des jeux de mots très drôles, mais j'arrive pas à m'en souvenir, je suis très nulle pour les jeux de mots. Où cette fois vous allez désamorcer des pièges. En fait, on vous demande plus du tout de remplir des missions comme le jeu de base. Là, on vous demande de désamorcer, d'activer des pièges pour pouvoir défoncer Fuzilla. Vraiment, le but pour gagner, c'est la piéger, la défoncer. Tout ça en activant des pièges sur les différentes temporalités, en remplissant des prérogatives ici, des critères qui seront affichés sur les différents pièges. Voilà les 2 grands ajouts, ou 3 si on compte les 2 modes de jeu, et les 2 personnages en plus. Et bien ça a l'air trop cool. Voilà, je laisse. Oh, un étrange gars. J'ai un nouveau projet. Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Approchez, venez voir le projet, le nouveau jeu de Asmodée. Donc du coup ici, un jeu, pardon, je vais donner le heures quand même. Un jeu ici de Kore Konnichiwa. Voilà, désolé. Tu auras essayé. J'aurais essayé, exactement. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif, un jeu d'enquête, dans le thème un peu. Mais c'est plutôt un jeu en fait, donc assez narratif, surtout un jeu de décryptage en fait. C'est un jeu de décryptage de code. On va avoir en tout des missions à réaliser. Ce qui est très sympa dans le jeu, c'est que les règles sont fournies également un petit peu sous forme de BD. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de mise en abîme. Vous êtes en gros, vous jouez des enfants qui jouent. Donc c'est très spécial. Ok, c'est méta. Voilà, dans la BD, en fait, vous allez jouer des enfants. Et les enfants, ils vont aller dans une sorte de vide-grenier, puis ils vont trouver un endroit un peu abandonné des choses à acheter. Et ils vont acheter le jeu The Key. Qui s'appelle La Clé en fait en français. Donc du coup ils vont acheter The Key et ils vont y jouer. Et un peu comme dans Tron en fait, vous allez jouer des personnages. Donc là par exemple je joue ce personnage là qui joue Brock Sanders. D'accord. Et Brock Sanders il n'est pas là pour déconner. En fait ici vous allez chacun jouer des sortes d'agents un peu de CIA, un peu d'espions. Et donc ici vous allez avoir un plateau sur lequel il y aura différents indices qui sont posés face cachée. En fait ces indices ce sont des symboles. Et ces symboles là ils vont correspondre sur cette plaquette là à une carte de mission que vous aurez glissée. Pour ceux qui ont peut-être déjà joué à Nom d'un renard, c'est un peu ce principe-là. Vous glissez la carte, et au-dessus, du coup, vous voyez des codes. En fait, c'est des mots, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et juste en dessous, vous avez des plaquettes noires que vous allez relever à certains moments de la partie pour découvrir, en fait, à quoi correspondent les symboles. Donc souvent, c'est des lettres. Et là, par exemple, la mission, c'est quelle est la phrase cachée. Et donc forcément, ce code-là, c'est une phrase cachée. À votre tour de jeu, c'est pas très compliqué. Vous avez 4 actions ici qui sont visibles, notamment du déplacement, de la découverte de dossiers, une sorte de regroupement qui permet en fait de supprimer les cartes qu'on aura jouées dessus, parce que oui, à votre tour, pour faire des actions, vous devez jouer une carte de votre main qui correspond en fait à une valeur dans une couleur précise. Alors les couleurs au début de la partie n'ont pas vraiment d'impact, il y a beaucoup de choses au début qui sont des éléments qui ne vous servent à rien, et c'est plus tard dans les autres scénarios, d'où l'aspect narratif, qui vous serviront à telle ou telle chose. Ici par exemple, si je veux me déplacer, cette action-là, je peux déplacer jusqu'à 3 cases, donc je me déplace ici de différentes cases. Et pour faire cette action-là, je joue une carte d'une certaine valeur. Ces valeurs vont être variables entre 1 et puis 9 ou 11, je crois, de mémoire, de 11 il me semble. Et en fait, quand je joue une carte, j'active l'action. Et si un joueur veut faire également cette action-là, il doit jouer une carte, mais de valeur supérieure à la carte que j'ai jouée. Donc si vous jouez des cartes trop grosses, vous bloquez du coup les actions pour les autres joueurs. D'où l'action de regroupe qui permet de virer justement les cartes qui sont sur les cartes qui ont été utilisées. D'accord, une remise à zéro. Exactement. Et le jeu, c'est essentiellement ça. C'est se déplacer,
de découvrir différents dossiers. Alors attention dans les dossiers parce que parfois il y a des petits pièges comme la caméra qui elle va vous ralentir vos déplacements, les différents lasers ici. Okay. Et en fait bon après j'en dis pas trop, la mécanique de base en fait c'est par rapport à 4 actions disponibles, vous les jouez sans bloquer vos alliés évidemment et vous essayez de découvrir des dossiers qui vous permettront de déchiffrer la mission. La mission, alors vous allez me dire, bah, une fois que c'est joué, certes, mais il y en a 41 de missions, on a vu. Et pour se rappeler de chaque mission, il faut le faire surtout sur le niveau de 40. Oui, mais ça fait 41 parties, quoi. Ça fait 41 parties. C'est pas mal, hein. Maximum, ce qui est quand même énorme sur un jeu. On fait rarement 40 parties d'un jeu. C'est clair. Donc là, vous avez vraiment un jeu coopératif pour ceux qui apprécient un petit peu ce jeu de déduction, j'allais dire type un peu Cluedo, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est au final très accessible. Elles mettent à partir de 8 ans. Les règles, elles vont se développer au fur et à mesure. C'est tout l'intérêt en fait des jeux comme ça narratifs, c'est que au fur et à mesure des jeux, bah, vous apprenez à maîtriser le jeu, mais le jeu va vous empêcher de le maîtriser entièrement. Donc voilà, un bon jeu de déduction, je pense, qui peut vraiment avoir sa place dans votre ludothèque. Voilà pour le projet qui va s'appeler en anglais The Initiative. On va te retrouver, je pense, derrière le comptoir. Et on se retrouve derrière le comptoir comme d'habitude. On va finir avec les dernières petites nouveautés et les retours en stock. Donc on commence par les dernières petites nouveautés, à savoir le recueil de scénarios pour Bitume. C'est la seule petite nouveauté JDR de la semaine. Alors je le fais derrière le comptoir, voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Donc un supplément de scénarios pour Bitume avec 4 scénarios à l'intérieur que vous pouvez faire complètement séparément, soit l'intégrer dans votre campagne à vous, ou soit simplement les faire à la suite les uns des autres. Et pourquoi pas ficeler une petite campagne avec. Voilà, Bitume, je le rappelle, une sorte de Mad Max à la française. Hop là. Des cartes, mais oui, mais des cartes Harry Potter. Hop là. Choisissez votre maison. Moi j'ai déjà choisi, c'est forcément Gryffondor ou Serpentard. Pouf souffle, je sais pas du tout, je ne sais pas. Serpentard, merci. Et une extension pour Talisman, ouais, c'est plutôt cool. Les fans de Talisman, vous avez déjà plein d'extensions. Bah voilà, vous en avez une de plus. Alors là c'est de la grosse extension puisque ça rajoute un plateau, plein de nouveaux personnages et ça va rendre le jeu beaucoup plus agressif. Vous allez pouvoir bien plus embêter les autres joueurs, les mettre des bâtons dans les roues et ça c'est fun. Les retours en stock. Et quel retour en stock, parce qu'il y a des choses très sympas. Évidemment, Codex Naturalis, vous nous l'avez beaucoup demandé tout Noël. Malheureusement, il n'est pas arrivé à temps pour Noël, mais il est là. Il est toujours là maintenant, il vous attend. Je rappelle donc Codex Naturalis, c'est un petit jeu d'agencement dans lequel vous allez poser des cartes qui vous permettent de poser des cartes, qui vous permettent de poser des cartes, qui vous permettent de poser des cartes, et ainsi de suite, pour répondre à des objectifs personnels et communs. C'est très joli, on aime beaucoup. Hop. Botanique, alors ça aussi ça me fait très plaisir parce que moi c'est un de mes coups de cœur de 2021 et il est enfin de retour après une longue absence dans cette petite gamme de jeux à 2 pour Space Cowboys. C'est un jeu dans lequel vous allez récupérer des petites pièces de tuyauterie comme ceci pour aller créer votre machinerie. À quoi elle sert? Eh bien à aller arroser des plantes, ça va vous faire gagner des points, il faudra faire aussi des suites de couleurs. C'est assez prise de tête, c'est assez méchant, assez calculatoire puisque eh bien, tout va se placer va se jouer dans ce plateau de sélection où va falloir essayer de récupérer ce qui vous arrange, essayer de ne pas donner à votre adversaire ce qui pourrait l'intéresser, ou mieux, essayer de lui faire prendre des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Moi, hop là. Oh My Brain est également de retour. On continue la liste des jeux qu'on a beaucoup attendu. Oh My Brain, ce petit jeu de cartes de défausse, simplement. Voilà, vous allez devoir vous défausser de vos cartes avant les autres joueurs, puisque eh bien, vous faites poursuivre par des animaux zombies, et quand vous arrivez à vous défausser de toutes vos cartes, c'est les autres joueurs qui se font croquer la cervelle. On a 9 petits jetons de cerveau comme ceci, et quand quelqu'un termine la manche, eh bien, vous allez perdre autant de petits jetons cerveau que vous avez de cartes en main et dans un petit chevalet. Et il y a tout un tas de petits effets, à savoir les cartes roses qui vont faire des effets bien sympas qui vont vous arranger, et puis des cartes qui vont permettre d'aller lancer le dé ici qui va amener un petit peu d'aléatoire, souvent des effets qui vous arrangent mais pas forcément. Bref, un super jeu de dés qui marche de n'importe quoi, de cartes, oui, mais de dés aussi, il y a un dé, techniquement ça marche, qui marche déjà bien à 2, mais franchement c'est un véritable jeu d'ambiance, et à 3, 4, 5 joueurs il sera top de chez top. Hop. Et Chakra, pareil, on continue dans les jeux qui ont été très attendus, très demandés. Un petit jeu d'agencement comme ceci, d'optimisation. Va falloir harmoniser vos chakras, ces petites perles de couleurs comme ceci sur votre plateau individuel. Un jeu qui permet de jouer de 2 à 4, qui fonctionne déjà très bien à 2, assez zen mais très calculatoire. Hop. Il n'y en a plus ? Il n'y en a plus. Je crois que j'ai fini, je crois que cette vidéo touche à sa fin. On vous souhaite encore le meilleur pour 2022 et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.